Le 13 mai 2000, dans les montagnes brumeuses du Guatemala, près de la frontière mexicaine, 2 médecins français disparaissent sans laisser de traces. Le docteur Lucien Martel, 42 ans, cardiologue renommé de Lyon, et sa femme, la docteure Isabelle Martel, 39 ans, pédiatre spécialisée en médecine tropicale, venaient d'achever leur 5e mission humanitaire dans cette région reculée. Leur dernier contact avec l'extérieur date de 16h30, heure locale. 3 ans plus tard, en juillet 2003, un survivant traumatisé émerge des montagnes et révèle une vérité si terrifiante qu'elle ébranle les fondements mêmes de la coopération internationale. Ce qu'il raconte dépasse l'entendement humain et révèle les véritables raisons pour lesquelles ce couple dévoué n'est jamais rentré chez lui. Comment 2 personnes qui n'avaient d'autre mission que de soigner les plus démunis ont-elles pu devenir des cibles mortelles? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans les montagnes du Guatemala en mai 2000, il faut d'abord connaître l'histoire de Lucien et Isabelle Martel. Lucien, né le 15 octobre 1957 à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, avait grandi dans une famille ouvrière. Son père, Henri Martel, travaillait dans une usine métallurgique et sa mère, Marie Dubesset, était aide-soignante dans un hospice. Dès l'enfance, Lucien manifestait une sensibilité particulière face à la souffrance d'autrui. Ses parents se souvenaient encore de ce jour, de 1968, alors qu'il n'avait que 11 ans, où il avait ramené à la maison un chaton blessé trouvé dans la rue et avait passé des heures à le soigner avec un sérieux déconcertant pour son âge. Isabelle, née Isabelle Beaumont le 22 mars 1961 à Marseille, avait un parcours différent, mais tout aussi marqué par l'empathie. Fille unique d'un professeur de lycée et d'une bibliothécaire, elle avait vécu une enfance privilégiée dans les quartiers bourgeois de la cité phocéenne. Pourtant, très tôt, elle avait été sensibilisée aux inégalités sociales par ses parents, militants de gauche modérés, qui l'emmenaient régulièrement dans des associations caritatives. À 16 ans, elle parlait déjà couramment l'espagnol et l'anglais, langue qu'elle perfectionnera plus tard en vue de ses futures missions humanitaires. Lucien et Isabelle s'étaient rencontrés en 1983 à la faculté de médecine de Lyon, où Isabelle était venue faire un stage d'été. Leur première conversation avait eu lieu dans la bibliothèque universitaire, un jeudi soir de juillet, alors qu'ils préparaient tous deux un examen de physiologie. Lucien, alors en 4e année, aidait Isabelle à comprendre les mécanismes de la circulation sanguine. Leur relation avait commencé par une amitié intellectuelle profonde, fondée sur des valeurs communes et une vision partagée de la médecine comme mission sociale. Ils s'étaient mariés le 15 juin 1986 à Lyon, dans une cérémonie simple mais émouvante à laquelle assistaient leurs familles et leurs amis de promotion. Lucien venait de terminer son internat en cardiologie à l'hôpital Édouard Herriot, tandis qu'Isabelle finissait sa spécialisation en pédiatrie à l'hôpital de Brousse. Dès le début de leur union, ils avaient exprimé le désir de consacrer une partie de leur carrière à l'aide humanitaire dans les pays en développement. Leur première mission commune avait eu lieu en 1992 au Sénégal, dans le cadre d'un programme de Médecins du Monde. Cette expérience de 6 mois dans la région de Tambacounda avait marqué un tournant dans leur vie. Ils avaient découvert l'ampleur des défis sanitaires dans les pays les plus pauvres, mais aussi la richesse des échanges humains et l'impact concret qu'ils pouvaient avoir sur des vies. À leur retour en France, ils avaient pris la décision de consacrer chaque année 2 à 3 mois de congé sans solde aux missions humanitaires. Au Guatemala, ils travaillaient depuis 1996 avec l'organisation non gouvernementale française Santé sans frontières, une association créée en 1991 par d'anciens membres de Médecins sans frontières qui souhaitaient se concentrer sur les programmes de formation médicale à long terme dans les communautés rurales d'Amérique centrale.
L'association avait établi un partenariat avec le ministère de la Santé guatémaltèque pour développer des centres de soins dans les régions les plus isolées du pays. La zone d'intervention de Lucien et Isabelle se situait dans le département de San Marcos, près de la frontière mexicaine, dans une région montagneuse où vivaient principalement des communautés indigènes, Mam et Quiché. Cette région, caractérisée par des altitudes variant entre 1500 et 3000 mètres, présentait des défis géographiques considérables. Les routes étaient souvent impraticables pendant la saison des pluies, qui s'étendait de mai à octobre, et les communications avec la capitale étaient difficiles. Le village principal où il travaillait s'appelait San Rafael de las Flores, une communauté d'environ 800 habitants, située à 2300 mètres d'altitude. Le village disposait d'un petit centre de santé construit en 1994 grâce au fonds de la coopération espagnole, mais il manquait cruellement de personnel qualifié et d'équipement. La plupart des habitants étaient des agriculteurs de subsistance qui cultivaient principalement le maïs, les haricots et les pommes de terre sur les versants escarpés des montagnes. La situation politique et sociale du Guatemala en l'an 2000 restait extrêmement complexe. Le pays sortait à peine d'un conflit armé interne qui avait duré 36 ans, officiellement terminé par les accords de paix signés en décembre 1996. Cependant, les tensions restaient vives, particulièrement dans les régions rurales où la population indigène, qui représentait environ 60% des habitants du pays, continuait de subir discrimination et marginalisation. Le vendredi 12 mai 2000, Lucien et Isabelle Martel avaient commencé leur journée comme à l'accoutumée dans le petit centre de santé de San Rafael de las Flores. Selon le témoignage de Carmen Valdez, l'infirmière guatémaltèque qui travaillait avec eux depuis 4 ans, le couple semblait préoccupé depuis plusieurs jours. Carmen se souvenait particulièrement d'une conversation qu'elle avait eue avec Isabelle le jeudi matin précédent, pendant qu'elle préparait les vaccins pour la campagne de vaccination des enfants. La docteure Isabelle m'a dit qu'ils avaient remarqué des choses étranges ces dernières semaines, racontait Carmen 3 ans plus tard aux enquêteurs. Elle ne voulait pas en parler en détail, mais elle a mentionné qu'ils avaient vu des gens en uniforme qui n'étaient pas de l'armée régulière dans les villages voisins. Elle semblait inquiète. Ce vendredi matin, vers 8 heures, Lucien et Isabelle avaient reçu un appel d'urgence concernant un enfant gravement malade dans le village de Santa Clara, situé à environ 15 km au nord-est de San Rafael. Le message était arrivé via la radio du centre de santé, transmis par Miguel Santos, le coordinateur régional de Santé sans frontières basé à Quetzaltenango. L'enfant, âgé de 6 ans, présentait apparemment tous les symptômes d'une méningite aiguë et nécessitait une intervention immédiate. Miguel Santos, interrogé plus tard par les autorités françaises et guatémaltèques, confirmait avoir transmis ce message, mais précisait qu'il l'avait lui-même reçu d'un contact local dont il n'avait jamais réussi à retrouver l'identité exacte. C'était une voix d'homme, avec un accent de la région, qui m'a appelé vers 7h30 du matin. Il m'a dit qu'il y avait un enfant très malade à Santa Clara et qu'il fallait que les docteurs français viennent immédiatement. J'ai trouvé l'appel un peu bizarre, parce que normalement les urgences passent par les dirigeants communautaires que nous connaissons, mais l'urgence médicale était telle que j'ai préféré transmettre l'information. Vers 9h15, Lucien et Isabelle avaient quitté San Rafael de las Flores dans leur Toyota Land Cruiser blanc immatriculé au Guatemala, véhicule fourni par Santé sans frontières pour leur déplacement dans la région. Carmen Valdez se souvenait parfaitement de leur départ parce qu'Isabelle lui avait demandé de préparer un kit de perfusion pour traiter une éventuelle déshydratation sévère, et Lucien avait emporté son stéthoscope et son tensiomètre portable. Ils m'ont dit qu'ils seraient de retour dans l'après-midi, probablement vers 15 ou 16 heures, précisait Carmen. Le docteur Lucien a ajouté qu'il pourrait être amené à transporter l'enfant malade vers l'hôpital de Quetzaltenango si son état le nécessitait. Le trajet vers Santa Clara empruntait une route de montagne particulièrement difficile.
notamment un tronçon de 8 kilomètres de piste non goudronnée qui serpentait à travers la forêt de pins et de chênes, typique de cette altitude. Cette route était connue pour être dangereuse par temps de pluie, et ce vendredi-là, le temps était couvert avec des averses intermittentes depuis le matin. José Morales, un agriculteur local qui se rendait au marché de San Rafael ce matin-là, avait croisé le véhicule des médecins vers 10h15 sur la route principale, à environ 5 kilomètres de Santa Clara. J'ai reconnu la voiture blanche des docteurs français. Ils roulaient normalement, pas trop vite à cause de la route mouillée. J'ai fait un signe de la main au docteur Lucien qui conduisait, et il m'a répondu, témoignait José. C'était la dernière fois que quelqu'un admettait officiellement avoir vu Lucien et Isabelle Martel vivants. Vers 16h30, Carmen Valdez commençait à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles du couple. Selon le protocole établi par Santé sans frontières, les médecins devaient signaler leur position toutes les 4 heures lors de leur déplacement dans des zones isolées. Carmen avait tenté de les joindre plusieurs fois sur leur radio portable sans succès. À 18h, Miguel Santos était alerté par Carmen. Il avait immédiatement contacté les autorités locales de San Rafael de Las Flores et lancé des recherches préliminaires. Une première équipe, composée de policiers locaux et de volontaires du village, était partie vers Santa Clara dans la soirée, mais l'obscurité et la pluie persistante avaient rapidement rendu les recherches dangereuses. Le lendemain matin, samedi 13 mai, une équipe de recherche plus importante était organisée. Elle comprenait des membres de la police nationale civile du Guatemala, des soldats de l'armée guatémaltèque, des représentants de l'ambassade de France au Guatemala et des volontaires locaux. Cette équipe avait découvert vers 11h30 la Toyota Land Cruiser des médecins, abandonnée au bord de la route à environ 3 kilomètres avant d'arriver à Santa Clara. Le véhicule présentait des signes troublants. Les portières étaient ouvertes, les clés de contact toujours en place, et les effets personnels de Lucien et Isabelle étaient éparpillés à l'intérieur. Le sac médical d'Isabelle, le stéthoscope de Lucien, leur passeport français et même l'équivalent de 200 $ américains en monnaie guatémaltèque. Cette découverte écartait immédiatement l'hypothèse d'un vol avec violence, théorie qui avait d'abord été privilégiée. Plus troublant encore, l'équipe de recherche découvrait rapidement que le village de Santa Clara n'avait signalé aucune urgence médicale ce vendredi-là. Les dirigeants communautaires interrogés affirmaient n'avoir jamais demandé d'intervention et ne connaissaient aucun enfant malade dans leur village. Cette révélation transformait immédiatement l'enquête. Lucien et Isabelle avaient été attirés dans un piège. Dans les semaines qui suivirent la disparition de Lucien et Isabelle Martel, la région de San Marcos fut le théâtre d'une mobilisation internationale sans précédent. L'ambassade de France au Guatemala, dirigée alors par l'ambassadeur Philippe Cousteau, déploya des moyens considérables pour retrouver les 2 médecins. Des équipes de recherche franco-guatémaltèques ratissèrent systématiquement une zone de plus de 300 km² autour du lieu de découverte du véhicule. Le consulat général de France envoya depuis Mexico une équipe spécialisée dirigée par le commissaire Jean-Claude Verneuil, expert en disparition dans les zones de conflit. Cette équipe collabora étroitement avec la division d'investigation criminelle de la police nationale civile guatémaltèque sous la direction du colonel Eduardo Paz Santos. Malgré leurs efforts combinés et l'utilisation d'hélicoptères de l'armée guatémaltèque pour survol des zones les plus inaccessibles, aucune trace des médecins ne fut découverte. En France, les familles Martel et Beaumont vivaient un calvaire psychologique indescriptible. Henri et Marie Martel, les parents de Lucien, âgés respectivement de 68 et 65 ans en l'an 2000, s'étaient installés temporairement chez le frère de Lucien, Antoine, à Villeurbanne, incapables de supporter la solitude de leur appartement. Henri, homme solide et peu expressif de nature, s'était effondré le jour où les autorités françaises l'avaient informé de la disparition de son fils. « Mon Lucien n'aurait jamais abandonné sa voiture comme ça », répétait-il obsessionnellement. Il vérifiait toujours que tout était bien fermé, même pour aller acheter le pain. Marie Martel avait développé une forme de déni pathologique. Elle continuait de préparer le plat préféré de son fils tous les dimanches, convaincue qu'il allait rentrer.
Il m'avait promis qu'il serait là pour mon anniversaire en août, disait-elle aux voisins qui venaient prendre de ses nouvelles. Son état psychologique s'était considérablement dégradé au cours de l'été 2000, nécessitant un suivi médical régulier. Du côté marseillais, André et Sylviane Beaumont, les parents d'Isabelle, adoptaient une approche différente mais tout aussi douloureuse. André, professeur de philosophie à la retraite depuis 1998, canalisait sa douleur dans l'action. Il avait créé un comité de soutien qui organisait régulièrement des manifestations devant le consulat du Guatemala à Marseille pour maintenir la pression sur les autorités guatémaltèques. Sylviane, ancienne bibliothécaire, passait ses journées à compiler tous les articles de presse relatifs à la disparition et à entretenir une correspondance fournie avec les journalistes français et internationaux qui s'intéressaient à l'affaire. La communauté médicale lyonnaise s'était également mobilisée. Le docteur François Lemoine, chef du service de cardiologie de l'hôpital Édouard Herriot, où Lucien avait fait son internat, avait organisé une collecte de fonds qui atteignit rapidement 100 000 francs. Cette somme était destinée à financer des recherches privées et à offrir une récompense pour toute information permettant de retrouver les médecins. Lucien était l'un de nos meilleurs éléments, déclarait le docteur Lemoine aux journalistes de Lyon-Figaro en juin 2000. Sa disparition représente une perte énorme pour notre profession, mais surtout une tragédie humaine incompréhensible. Au Guatemala, la disparition des médecins français avait des répercussions considérables sur le travail humanitaire dans la région. Miguel Santos, le coordinateur de Santé sans frontières, se trouvait dans une position extrêmement difficile. L'organisation avait suspendu temporairement toutes ses activités dans le département de San Marcos par mesure de sécurité, privant ainsi plus de 15 000 habitants de soins médicaux réguliers. Carmen Valdez, l'infirmière qui avait travaillé avec Lucien et Isabelle, était particulièrement affectée. Elle avait développé avec le couple français une relation qui dépassait le cadre professionnel. « Il m'avait appris tellement de choses », confiait-elle à Miguel Santos quelques semaines après la disparition. La docteure Isabelle m'enseignait l'anglais pendant nos pauses et le docteur Lucien m'avait montré comment détecter les signes précoces des problèmes cardiaques chez les enfants malnutris. Mais Carmen gardait un secret qu'elle n'osait révéler aux enquêteurs. 2 jours avant la disparition, le mercredi 10 mai, elle avait surpris une conversation téléphonique entre Lucien et un interlocuteur inconnu. Lucien parlait en français, langue que Carmen ne maîtrisait pas parfaitement, mais elle avait distinctement entendu les mots « certificat »,« mort » et « preuve ». Le ton de Lucien était inhabituellement tendu, presque inquiet. Quand il avait raccroché, il avait semblé remarquer la présence de Carmen et lui avait adressé un sourire forcé avant de rejoindre Isabelle dans la salle de consultation. Les théories concernant la disparition se multipliaient dans les médias français et guatémaltèques. Certains évoquaient un enlèvement crapuleux qui aurait mal tourné. D'autres suspectaient l'implication de narcotrafiquants qui utilisaient les routes de montagne pour transporter la cocaïne depuis la Colombie vers le Mexique. Une théorie particulièrement persistante suggérait que Lucien et Isabelle avaient été témoins d'activités illégales et qu'ils avaient été éliminés pour garantir leur silence. Cette dernière hypothèse prenait une dimension particulière quand on considérait le contexte politique guatémaltèque de l'époque. Malgré les accords de paix de 1996, de nombreuses zones rurales restaient sous l'influence de groupes paramilitaires qui avaient officiellement été dissous mais continuaient d'opérer dans l'ombre. Ces groupes, souvent liés à de grandes propriétés agricoles ou à des intérêts économiques, maintenaient un climat de terreur dans les régions où vivaient les populations indigènes. Le capitaine Roberto Morales de la police nationale civile, responsable de l'enquête côté guatémaltèque, avait rapidement orienté ses investigations vers cette piste. Il avait découvert que plusieurs témoins oculaires de crimes commis par des paramilitaires dans la région avaient mystérieusement disparu au cours des 2 années précédentes. Il existe un schéma récurrent, expliquait-il lors d'une conférence de presse en juillet 2000. Les personnes qui pourraient témoigner contre certains groupes armés disparaissent avant de pouvoir parler.
Cependant, l'enquête se heurtait à des obstacles considérables. De nombreux habitants de la région refusaient de collaborer avec les forces de l'ordre, par peur des représailles. D'autres affirmaient n'avoir rien vu ni entendu de suspect le vendredi 13 mai. Cette omerta généralisée frustrait profondément les enquêteurs français qui n'étaient pas habitués à ce type de résistance passive. Au fil des mois, l'espoir de retrouver Lucien et Isabelle vivants s'amenuisait progressivement. En décembre 2000, soit 6 mois après leur disparition, les autorités françaises commencèrent discrètement à évoquer l'hypothèse selon laquelle les médecins avaient probablement été assassinés. Cette possibilité, bien que redoutée par les familles, semblait de plus en plus plausible compte tenu des circonstances de leur disparition et de l'absence totale de demande de rançon. L'affaire commençait également à avoir des répercussions géopolitiques. Le gouvernement français, dirigé alors par le Premier ministre Lionel Jospin, exerçait une pression diplomatique croissante sur le Guatemala pour intensifier les recherches. L'ambassadeur Philippe Cousteau multipliait les rencontres avec le président guatémaltèque Alfonso Portillo, élu en novembre 1999, pour exiger des résultats concrets. Cette pression internationale commençait à agacer certains responsables guatémaltèques qui estimaient que leur pays faisait déjà des efforts considérables. Nous mobilisons des ressources importantes pour retrouver ces médecins, déclarait le ministre de l'Intérieur Byron Barrera en janvier 2001. Mais nous ne pouvons pas faire de miracle dans une région où les communications sont difficiles et où la topographie complique énormément les recherches. L'événement qui allait bouleverser cette enquête stagnante se produisit de manière totalement inattendue le 23 juillet 2003, soit plus de 3 ans après la disparition de Lucien et Isabelle Martel. Ce jour-là, les autorités mexicaines de l'État du Chiapas, qui bordent le Guatemala, interceptaient un groupe de migrants centra-américains tentant de rejoindre les États-Unis. Parmi eux se trouvait un homme dans un état de malnutrition avancée, apparemment âgé d'une 40aine d'années, qui ne cessait de répéter des phrases incohérentes en espagnol et en langue mame. Cet homme, qui se faisait appeler Thomas et refusait de donner son nom de famille, présentait tous les signes d'un traumatisme psychologique sévère. Les autorités mexicaines l'avaient d'abord pris pour un migrant économique ordinaire, mais son comportement et ses propos fragmentaires attirèrent rapidement l'attention des services sociaux de la région de Tapachula, près de la frontière guatémaltèque. Thomas parlait obsessionnellement de docteurs français morts et de uniformes qui ne sont pas de l'armée. Il décrivait des scènes de violence d'une précision troublante, mentionnant des détails géographiques spécifiques de la région de San Marcos au Guatemala. Les travailleurs sociaux mexicains, intrigués par ces déclarations, contactèrent leurs homologues guatémaltèques pour signaler la présence de cet homme qui pourrait détenir des informations sur un crime commis de l'autre côté de la frontière. L'information remonta rapidement jusqu'au capitaine Roberto Morales, toujours responsable de l'enquête sur la disparition des médecins français. Malgré les tensions diplomatiques entre le Guatemala et le Mexique concernant les questions migratoires, une coopération fut rapidement mise en place pour permettre l'interrogatoire de Thomas par les autorités guatémaltèques. Le premier entretien eut lieu le 30 juillet 2003 dans un centre de rétention de Tapachula, en présence d'un psychologue, d'un interprète de langue mame, du capitaine Morales et d'un représentant de l'ambassade de France au Guatemala. Thomas apparaissait extrêmement agité et refusait initialement de parler en présence des autorités officielles. Il fallut plusieurs heures de discussion avec le psychologue et l'interprète pour que Thomas accepte de raconter son histoire. Ce qu'il révéla ce jour-là dépassait tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer jusqu'alors. Selon son témoignage, Thomas était originaire d'un petit village isolé situé dans les montagnes, entre Santa Clara et la frontière mexicaine, un hameau si reculé qu'il n'apparaissait sur aucune carte officielle. « Je vivais là-bas avec ma famille », commença Thomas d'une voix tremblante. « Nous étions environ 50 personnes, principalement des familles mâmes qui cultivaient un peu de maïs et de haricots. C'était un endroit tranquille, personne ne venait jamais nous déranger. Jusqu'à ce jour de mai 2000.
Selon le récit de Thomas, le vendredi 13 mai 2000, vers midi, un groupe d'hommes armés en uniforme militaire était arrivé dans leur village. Ces hommes, qu'ils décrivaient comme différents des soldats normaux, recherchaient apparemment quelque chose ou quelqu'un. Ils avaient rassemblé tous les habitants sur la place centrale du village et avaient commencé à les interroger de manière agressive. Ils demandaient si nous avions vu des étrangers, des blancs, dans la région, poursuivait Thomas. Nous leur avons dit que non, mais ils ne nous croyaient pas. Ils disaient que des espions avaient été vus dans le secteur et qu'ils devaient les retrouver. Vers 13 heures, toujours selon Thomas, 2 autres véhicules étaient arrivés dans le village. Dans l'un d'eux se trouvaient un homme et une femme aux cheveux clairs, apparemment européens, qui avaient les mains attachées derrière le dos. L'homme portait une chemise bleue et un pantalon beige, la femme une blouse blanche et un jean. Ces vêtements correspondaient exactement à la description de ce que portaient Lucien et Isabelle Martel, selon Carmen Valdez, le matin de leur disparition. Les docteurs étaient vivants à ce moment-là, précisait Thomas, mais ils avaient l'air terrifiés. La femme pleurait et l'homme essayait de la rassurer en lui parlant dans une langue que je ne comprenais pas, probablement le français. Le témoignage de Thomas prenait une tournure encore plus dramatique quand il décrivait ce qui s'était passé ensuite. Selon lui, le chef du groupe armé, un homme d'environ 45 ans avec une cicatrice sur la joue gauche, avait commencé à interroger violemment les 2 médecins français devant tous les habitants du village rassemblés. L'interrogatoire se déroulait principalement en espagnol, langue que Thomas comprenait parfaitement. Le chef leur demandait ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient écrit, à qui ils avaient parlé, se souvenait Thomas avec difficulté. Le docteur français répondait qu'ils étaient juste venus soigner les malades, qu'ils ne s'occupaient pas de politique. Mais le chef ne le croyait pas. Il criait qu'ils avaient des papiers, des photos, des preuves de choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Cette révélation intriguait particulièrement le capitaine Morales et les enquêteurs français. Depuis le début de l'investigation, ils soupçonnaient que Lucien et Isabelle avaient pu être témoins d'activités illégales, mais ils n'avaient jamais trouvé d'éléments concrets pour étayer cette théorie. Le témoignage de Thomas suggérait pour la première fois que les médecins avaient effectivement découvert quelque chose de compromettant. Thomas expliquait que l'interrogatoire avait duré près de 2 heures, pendant lesquelles les habitants du village étaient contraints de rester assis en silence, sous la surveillance de plusieurs hommes armés. Ma femme Rosa tenait notre petit garçon de 3 ans dans ses bras. Il voulait pleurer, mais elle lui couvrait la bouche avec sa main. Nous avions tous très peur, racontait-il. Vers 15 heures, selon le récit de Thomas, un autre véhicule était arrivé dans le village. Cette fois, il transportait un homme en costume civil qui semblait avoir une autorité supérieure à celle du chef du groupe armé. Cet homme, que Thomas décrivait comme bien habillé, avec des chaussures en cuir et une montre en or, s'était entretenu en privé avec le chef pendant une 15aine de minutes. Après cette conversation, l'homme en costume est venu voir les docteurs français, poursuivait Thomas. Il leur a parlé en espagnol avec un accent différent, peut-être de la capitale. Il leur a dit qu'ils avaient commis une grave erreur en fouillant dans des affaires qui ne les regardaient pas. Cette partie du témoignage était particulièrement troublante, car elle suggérait une organisation beaucoup plus sophistiquée qu'un simple groupe de paramilitaires locaux. L'intervention d'un homme apparemment éduqué et venu de l'extérieur indiquait que la disparition des médecins français pourrait avoir des ramifications beaucoup plus larges que ce qui avait été envisagé jusqu'alors. Thomas expliquait que l'homme en costume avait ensuite donné des ordres spécifiques concernant les médecins français. Il a dit qu'ils devaient être emmenés ailleurs, dans un endroit où personne ne pourrait jamais les retrouver. Mais avant cela, il fallait qu'ils révèlent où ils avaient caché les documents qu'ils avaient collectés. Cette mention de documents cachés représentait un élément nouveau crucial dans l'enquête. Jusqu'à présent, les autorités n'avaient trouvé aucune trace de documents suspects parmi les affaires personnelles de Lucien et Isabelle récupérées dans leur véhicule abandonné. Si ces documents existaient réellement, ils pourraient expliquer les véritables raisons de leur enlèvement.
Le récit de Thomas devenait encore plus difficile à entendre quand il décrivait ce qui était arrivé aux habitants de son village. Selon lui, l'homme en costume avait décidé que les témoins de cette scène représentaient un risque de sécurité inacceptable. Il a dit que nous en savions maintenant trop sur cette affaire et qu'il fallait s'assurer de notre silence définitif, rapportait Thomas d'une voix brisée. Vers 16h30, les hommes armés avaient commencé à rassembler tous les habitants du village dans l'unique école du hameau, un petit bâtiment en adobe construit dans les années 70. Les familles avaient été séparées, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Cette séparation avait créé une panique immédiate parmi les villageois qui comprenaient que leur situation était désespérée. Ma femme Rosa me regardait avec ses grands yeux noirs. Elle tenait notre fils contre elle, se souvenait Thomas en pleurant. Je savais que c'était probablement la dernière fois que je la voyais. J'ai essayé de lui sourire pour qu'elle n'ait pas encore plus peur. Thomas expliquait qu'il avait réussi à s'échapper uniquement grâce à une circonstance exceptionnelle. Au moment où les hommes armés s'apprêtaient à exécuter leur plan, un violent orage tropical s'était abattu sur la région. La pluie torrentielle et les éclairs avaient créé une confusion momentanée, et Thomas, qui connaissait parfaitement la topographie locale, avait profité de cette distraction pour se glisser par une fenêtre arrière de l'école et fuir dans la forêt dense qui entourait le village. « J'ai couru pendant des heures sous la pluie, sans regarder derrière moi, racontait-il. Je connaissais un sentier de chasseurs qui menait vers la frontière mexicaine. J'entendais encore les coups de feu derrière moi, même à plusieurs kilomètres de distance. Cette partie du témoignage était particulièrement dévastatrice pour les enquêteurs qui réalisaient qu'ils n'avaient pas seulement affaire à la disparition de 2 médecins français, mais probablement à un massacre de masse qui avait coûté la vie à des dizaines de personnes innocentes. La dimension du crime dépassait tout ce qui avait été envisagé jusqu'alors. Thomas expliquait qu'après sa fuite, il avait erré pendant des mois dans les montagnes entre le Guatemala et le Mexique, vivant de racines et de fruits sauvages, évitant tout contact avec les autorités par peur d'être retrouvé par les hommes qui avaient détruit son village. « Je savais qu'ils me chercheraient, disait-il. J'étais le seul témoin encore vivant de ce qu'ils avaient fait. Ce n'est qu'en janvier 2003, soit près de 3 ans après les événements, que Thomas avait finalement décidé de rejoindre un groupe de migrants tentant de traverser le Mexique pour gagner les États-Unis. Je pensais qu'en allant très loin, peut-être qu'ils ne pourraient plus me retrouver, expliquait-il. Et je voulais que quelqu'un connaisse la vérité sur ce qui s'était passé. Le capitaine Roberto Morales et les enquêteurs français étaient profondément troublés par ce témoignage. Si les déclarations de Thomas étaient exactes, l'affaire de la disparition des médecins français révélait l'existence d'un réseau criminel organisé capable de commettre des massacres pour protéger ses secrets. La question cruciale était maintenant de déterminer la nature exacte de ces secrets et l'identité des responsables. Les autorités guatémaltèques organisèrent immédiatement une expédition vers la zone décrite par Thomas pour tenter de retrouver les restes du village détruit. Cependant, cette mission se révéla extrêmement complexe, car Thomas, traumatisé et désorienté après 3 années d'errance, avait des difficultés à se souvenir avec précision de l'emplacement exact de son ancien hameau. Parallèlement, les enquêteurs tentèrent de recouper le témoignage de Thomas avec les éléments déjà connus de l'affaire. Les horaires qu'il mentionnait correspondaient parfaitement avec la chronologie établie de la disparition de Lucien et Isabelle. La description des vêtements portés par les médecins français était également exacte. Ces coïncidences renforçaient la crédibilité de son récit, malgré son caractère extraordinairement dramatique. L'ambassade de France au Guatemala fut immédiatement informée de ces révélations. L'ambassadeur Philippe Coussot contacta personnellement le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, pour l'informer de l'évolution de l'enquête. Cette affaire, qui était déjà suivie avec attention par les autorités françaises, prenait soudain une dimension géopolitique majeure. En France, les familles Martel et Beaumont furent informées avec précaution de ces nouvelles révélations.
Henri et Marie Martel, déjà fragilisés par 3 années d'incertitude, furent dévastés d'apprendre que leur fils avait probablement été torturé avant d'être assassiné. André Beaumont, le père d'Isabelle, exigea immédiatement que le gouvernement français exerce une pression maximale sur le Guatemala pour identifier et poursuivre les responsables de ce crime. L'enquête prenait désormais une toute autre dimension. Le capitaine Roberto Morales constitua une équipe spéciale de 20 enquêteurs pour approfondir les révélations de Thomas. Cette équipe comprenait des spécialistes en crimes organisés, des experts en géolocalisation et des anthropologues judiciaires formés à l'identification de fausses communes, compétences malheureusement développées au Guatemala pendant les années de conflits armés. La première priorité était de localiser précisément le village détruit décrit par Thomas. Malgré ses troubles de mémoire, le témoin se souvenait de certains détails géographiques spécifiques, une cascade haute d'environ 15 mètres à 2 kilomètres au nord du village, un affleurement rocheux en forme de condor visible depuis la place centrale, et un ancien chemin précolombien pavé de pierres qui traversait le hameau d'est en ouest. Les géographes de l'Université de San Carlos, mobilisés pour cette recherche, utilisèrent des cartes topographiques détaillées et des images satellites pour identifier les zones correspondant à ces critères. Après 2 semaines d'analyse, ils délimitèrent 3 zones possibles dans un périmètre de 50 km autour de Santa Clara. La première expédition de reconnaissance eut lieu le 15 août 2003. L'équipe, dirigée par le capitaine Morales et accompagnée de Thomas, se dirigea vers la zone la plus probable selon les analyses géographiques. Le voyage s'effectua en hélicoptère militaire pour éviter les difficultés de terrain, mais aussi pour des raisons de sécurité, car les enquêteurs soupçonnaient que les responsables du massacre pouvaient encore être actifs dans la région. Après 3 heures de survol, Thomas reconnut soudain le paysage. « C'est là !» cria-t-il en pointant du doigt une petite vallée encaissée entre 2 crêtes montagneuses. « Je reconnais la cascade et le rocher en forme de condor. » L'hélicoptère se posa dans une clairière à environ 1 kilomètre du site présumé, et l'équipe progressa à pied, à travers la végétation dense. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs craintes les plus sombres. Les restes du village étaient encore visibles. Fondations de maisons en adobe partiellement effondrées, fragments de poterie, outils agricoles rouillés éparpillés sur le sol. Mais c'est dans l'ancienne école que la découverte la plus macabre fut faite. Les anthropologues judiciaires mirent au jour les restes de 43 personnes, hommes, femmes et enfants, entassés dans ce qui avait été la salle de classe principale. L'état de conservation des ossements, malgré 3 années d'exposition aux intempéries tropicales, permettait encore une analyse détaillée. Le docteur Elena Vasquez, anthropologue judiciaire formée en Argentine, dirigeait l'équipe d'exhumation. Les traces sur les ossements indiquent clairement des exécutions par balle, expliquait-elle au capitaine Morales. La position des corps suggère qu'ils ont été rassemblés dans cette pièce avant d'être abattus méthodiquement. Cette découverte confirmait de manière tragique le témoignage de Thomas et transformait l'enquête sur la disparition des médecins français en investigation d'un crime contre l'humanité. Les autorités guatémaltèques se trouvaient face à un dilemme politique majeur. Révéler l'existence de ce massacre risquait de ternir gravement l'image internationale du pays, mais dissimuler ces preuves était impossible compte tenu de l'implication de citoyens français. Pendant que les équipes d'exhumation poursuivaient leur travail macabre, d'autres enquêteurs fouillaient les alentours à la recherche d'indices sur le sort des médecins français. Thomas les guidait vers les endroits où il se souvenait avoir vu Lucien et Isabelle pour la dernière fois. Ils les ont emmenés vers le nord, indiquait-il, en direction de la frontière mexicaine, mais pas par le sentier principal. C'est dans cette direction que l'équipe fit une découverte capitale. À environ 3 kilomètres du village détruit, dans une grotte naturelle dissimulée par la végétation, ils trouvèrent les restes d'un campement temporaire, emballage de rations militaires, cartouches usagées et surtout un sac en plastique étanche contenant des documents partiellement préservés de l'humidité. Ces documents
rédigé en français de l'écriture d'Isabelle Martel, représentait un journal détaillé de leurs observations médicales dans la région. Mais au-delà des notes médicales habituelles, ce journal contenait des informations explosives. Isabelle avait minutieusement documenté des cas de torture systématique observés sur leurs patients, avec des descriptions précises, des blessures et des témoignages recueillis. Patient masculin, 24 ans, ethnie Mam, cicatrices de brûlures sur le torse et les bras, notait Isabelle dans son écriture soignée. Affirme avoir été torturé par des hommes en uniforme pour qu'ils révèlent l'emplacement de dirigeants communautaires soupçonnés d'opposition politique. Ces notes étaient accompagnées de croquis anatomiques détaillés et de photos prises avec un appareil photo jetable. Plus troublant encore, le journal révélait que Lucien et Isabelle avaient commencé à établir des liens entre ces actes de torture et l'activité de plusieurs entreprises multinationales présentes dans la région. Les zones où nous observons le plus de cas de violence correspondent exactement aux concessions minières récemment accordées, écrivait Isabelle. Les victimes affirment que les tortures visent à les faire accepter la vente de leurs terres ancestrales. Cette révélation bouleversait complètement l'enquête et expliquait enfin les véritables motifs du massacre. Les médecins français n'avaient pas été victimes d'un enlèvement crapuleux, mais avaient été éliminés parce qu'ils avaient découvert et documenté un système de terreur organisé visant à déplacer les populations indigènes pour permettre l'exploitation de ressources minières. Le capitaine Morales comprenait maintenant pourquoi l'enquête avait rencontré tant d'obstacles. Les responsables de ces crimes n'étaient pas de simples paramilitaires locaux, mais un réseau impliquant des intérêts économiques puissants, probablement protégés par certains secteurs de l'État guatémaltèque. L'homme en costume, décrit par Thomas, représentait vraisemblablement ses intérêts supérieurs. L'analyse des entreprises présentes dans la région en l'an 2000 révélait effectivement la présence de plusieurs multinationales ayant obtenu des concessions d'exploitation. La plus importante était Mineral Resources International, une société basée au Canada mais contrôlée par des capitaux américains et européens qui avaient acquis les droits d'exploration sur plus de 50 000 hectares dans le département de San Marcos. Les documents découverts dans la grotte montraient que Lucien et Isabelle avaient identifié ce lien et s'apprêtaient à alerter les organisations internationales de défense des droits humains. Leur dernière note, datée du 11 mai 2000, soit 2 jours avant leur disparition, était particulièrement explicite. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour démontrer l'existence d'un système organisé de terrorisme d'État au service d'intérêts privés. Ces documents doivent absolument parvenir à Amnesty International et à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Cette note expliquait aussi l'appel téléphonique mystérieux que Carmen Valdez avait surpris le mercredi précédent. Lucien tentait probablement de contacter ces organisations pour transmettre leurs découvertes. Malheureusement, leur communication avait été interceptée, déclenchant l'opération qui avait mené à leur enlèvement et au massacre du village témoin. L'enquête révélait également comment l'appel d'urgence fictif concernant l'enfant malade de Santa Clara avait été organisé. En recoupant les témoignages et les éléments techniques, il apparaissait que cet appel provenait d'un téléphone satellite utilisé par les équipes de sécurité de Mineral Resources International. L'entreprise disposait effectivement d'une force de sécurité privée officiellement chargée de protéger ses installations, mais qui servait en réalité à intimider les populations locales. Le chef de cette force de sécurité était un ancien officier de l'armée guatémaltèque nommé colonel Carlos Mendoza, démobilisé après les accords de paix mais recyclé dans le secteur privé. Ce personnage correspondait exactement à la description de l'homme à la cicatrice sur la joue gauche mentionnée par Thomas. Mendoza avait dirigé pendant la guerre civile plusieurs opérations de terre brûlée contre les villages soupçonnés de sympathie avec la guérilla. L'homme en costume civil mentionné par Thomas fut plus difficile à identifier, mais les enquêteurs concentrèrent leurs recherches sur les cadres dirigeants de Mineral Resources International, présents au Guatemala en mai 2000.
Leurs investigations les menèrent à James Richardson, vice-président de la Compagnie pour l'Amérique centrale, un homme de 48 ans diplômé de Harvard, qui avait passé plusieurs semaines au Guatemala au moment des faits. Richardson, contacté par les autorités canadiennes à la demande du Guatemala, nia catégoriquement toute implication dans cette affaire. Il affirmait avoir quitté le Guatemala le 10 mai 2000, 3 jours avant la disparition des médecins français, et disposait apparemment d'alibis solides. Cependant, les enquêteurs découvrirent rapidement que Richardson voyageait souvent sous un faux nom pour ses déplacements sensibles, une pratique courante dans l'industrie minière en zone de conflit. La vérité complète émergea finalement grâce à un témoin inattendu, Miguel Santos, le coordinateur de Santé sans frontières qui avait transmis l'appel d'urgence fictif, était rongé par la culpabilité depuis 3 ans. En apprenant les découvertes récentes, il décida de révéler ce qu'il avait caché jusqu'alors. Miguel avoua aux enquêteurs qu'il avait reçu 2 semaines avant la disparition des médecins la visite d'un homme qui s'était présenté comme représentant du ministère de la Santé guatémaltèque. Cet homme, qui correspondait à la description de Richardson, lui avait demandé des informations détaillées sur les activités de Lucien et Isabelle, prétextant une inspection de routine. Il posait des questions très spécifiques sur leurs déplacements, leurs contacts avec les populations locales, et surtout sur les types de documents qu'ils rédigeaient, expliquait Miguel. Il semblait particulièrement intéressé par leurs rapports médicaux et leurs observations sur les causes de blessures qu'ils soignaient. Miguel révélait aussi que cet homme lui avait proposé une somme considérable, équivalent à 2 années de salaire, pour qu'il signale immédiatement tout comportement suspect de la part des médecins français. « J'ai refusé l'argent », précisait Miguel, « mais j'avais peur pour ma famille. Quand il m'a appelé le 13 mai pour me demander d'envoyer les docteurs à Santa Clara, j'ai obéi sans poser de questions. » Cette révélation permettait enfin de reconstituer complètement le piège tendu aux médecins français. Richardson et ses associés avaient minutieusement planifié leur enlèvement pour récupérer les preuves qu'ils avaient rassemblées et s'assurer de leur silence définitif. Le massacre du village témoin faisait partie intégrante de cette stratégie d'élimination de tous les témoins potentiels. L'enquête révélait également que Lucien et Isabelle avaient été gardés vivants plusieurs heures pour être interrogés sur l'emplacement de leurs documents. Selon le témoignage de Thomas, ils avaient refusé de révéler où ils avaient caché leurs preuves, même sous la torture. Cette résistance héroïque avait permis la découverte finale de la vérité 3 ans plus tard. Les restes de Lucien et Isabelle Martel furent finalement découverts dans une fosse commune creusée dans la forêt, à 5 kilomètres du village détruit. L'identification formelle fut effectuée grâce au dossier dentaire transmis par leur dentiste lyonnais. Les analyses médico-légales confirmaient qu'ils avaient été exécutés par balle dans la nuque, probablement dans la soirée du 13 mai 2000. L'affaire eut des répercussions internationales considérables. Mineral Resources International fut contrainte de suspendre ses activités au Guatemala et fit l'objet de poursuites judiciaires au Canada et aux États-Unis. James Richardson fut arrêté à Toronto en décembre 2003 et extradé vers le Guatemala pour être jugé pour crimes contre l'humanité. Le colonel Carlos Mendoza fut également arrêté et condamné à 30 ans de prison pour massacre et assassinat. Son procès révéla l'existence d'un réseau de sécurité privée impliquant plusieurs entreprises multinationales opérant en Amérique centrale. Réseau qui avait commis de nombreux crimes similaires dans d'autres pays de la région. En France, les familles Martel et Beaumont purent enfin faire leur deuil, même si la douleur de la perte restait immense. Henri Martel, qui avait vieilli de 10 ans en 3 années d'incertitude, déclara aux journalistes « Mon fils et sa femme sont morts pour défendre les plus faibles. Leur sacrifice n'aura pas été vain si leur histoire empêche d'autres crimes similaires. » Un mémorial fut érigé à San Rafael de las Flores en l'honneur de Lucien et Isabelle Martel, ainsi que des 43 victimes du massacre. Le centre de santé du village fut rebaptisé Centro Médico Doctores Martel et une bourse d'études fut créée pour former des médecins guatémaltèques aux soins en milieu rural.
Thomas, le seul survivant du massacre, bénéficia d'un programme de protection des témoins et put s'installer avec sécurité au Mexique. Malgré ses traumatismes persistants, il témoigna courageusement lors de tous les procès, contribuant de manière décisive à la condamnation des responsables. L'affaire Martel marqua un tournant dans la surveillance internationale des activités des entreprises multinationales dans les zones de conflit. Elle conduisit à l'adoption de nouvelles réglementations contraignantes sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et renforça les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'homme. Cette affaire nous montre comment le courage de 2 médecins français, déterminés à soigner les plus démunis, a permis de révéler un système criminel organisé au service d'intérêts économiques sans scrupules. Leur sacrifice ultime et la bravoure de Thomas, seul survivant d'un massacre, ont finalement triomphé de l'impunité et rendu justice aux victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Avez-vous réussi à percevoir les indices qui révélaient progressivement la véritable nature de ce crime? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Mettez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux questions de justice et de droits humains.